Après 2 jours donc de débats électriques au Parlement, le projet de loi sur la crise sanitaire est arrivé ce matin au Sénat. Le texte a été examiné par les sénateurs en commission et il est attendu désormais en commission. Sur place au Sénat, Perrine Vasque pour BFM TV. C'est un feu vert accordé par les sénateurs en commission au pass sanitaire, mais attention, dans le cadre de l'état d'urgence seulement. D'autres amendements ont été ajoutés par les sénateurs qui étaient en commission des lois cet après-midi pour étudier ce texte voté par les députés à l'aube. Quels sont ces amendements? Eh bien, ils sont autour de 300. Vous le voyez, on est loin du millier d'amendements déposés par les députés à l'Assemblée nationale. Mais parmi ces amendements, il y en a un qui exclut du pass sanitaire les grands magasins et les centres commerciaux, par exemple. Du côté des sénateurs, ce qu'on a pu voir aujourd'hui, eh bien, c'est que de tous bords, on souhaite respecter le calendrier, c'est-à-dire terminer ces débats d'ici dimanche soir. Écoutez. Le Sénat a déjà beaucoup débattu en réalité en commission, dans différents travaux sur ces sujets. Donc on sait qu'il y a une grande majorité ici favorable à la vaccination des soignants. Qu'il y ait un débat en démocratie, c'est légitime et naturel et chaque groupe fera valoir ses positions. Ce que souhaite notre groupe de la majorité présidentielle, c'est que nous puissions aller vite pour répondre aux attentes des Français face à cette maladie terrible. Tout doit être fait pour accélérer. Les sénateurs ont toutefois un temps très limité pour débattre. Ce soir, à partir de 21h30, Olivier Véran sera dans l'hémicycle du Sénat pour une discussion générale sur le texte. Et les débats, eux, ne commenceront que demain matin. Et si on veut respecter le calendrier, eh bien, il faut qu'il se termine demain soir. Pourquoi? Parce que d'ici la fin du week-end, il faut qu'Assemblée nationale et Sénat se soient mis d'accord sur ce texte. Et avec nous en plateau pour en parler, pour en débattre, William T, bonjour, bienvenue, président du think tank Le Millénaire. Patrick Martin-Génier, bonjour et bienvenue, enseignant à Sciences Politiques. Et vous, Pierre Squara, chef du service réanimation à la clinique Ambroise Paré à Neuilly. Alors, le Parlement pendant 48 heures, le Sénat aujourd'hui. Alors, on voit finalement le bout du tunnel pour cette loi sanitaire qui est censée endiguer l'épidémie actuelle. Est-ce que vous pensez que les sénateurs et les députés ont fait les bons choix, pris les bonnes décisions? Monsieur Squara. Écoutez, il n'y avait pas 36 solutions. C'est soit le pass sanitaire, soit la vaccination obligatoire pour les personnes à risque. Je suis pas compétent pour dire quelle était la mesure la plus acceptable par les Français, ni quelle était la mesure la plus facile à mettre en application. Je pense que les députés savent ça mieux que nous. Il faut leur faire confiance. Mais il était nécessaire de prendre une mesure forte. Patrick Martin-Génier, ça a été très tendu, très électrique pendant 48 heures quasiment au Parlement. Ça semble aller un peu mieux depuis que le texte est arrivé au Sénat. Ce texte, il est important pour la suite? Bien sûr qu'il est très important. Nous sommes dans le cadre d'une navette parlementaire, mais dans un cadre d'urgence législatif. Donc c'est-à-dire qu'au final, vous savez, au terme de la Constitution, les parlementaires ont un droit d'amendement, mais ce droit d'amendement a été considérablement diminué parce que nous sommes dans une situation d'urgence. Ce qui fait que potentiellement, beaucoup de mesures très restrictives des libertés publiques peuvent être votées. Je rappellerai une chose, c'est que le Sénat, naturellement, va voter des amendements, mais qu'au final, c'est bien l'Assemblée nationale qui aura le dernier mot. Le gouvernement se réservant le droit de finalement d'adopter, de ne garder que les amendements qu'il aura lui-même choisis. Donc ce sera véritablement un choix gouvernemental et on peut dire que les parlementaires et députés cette nuit ont dû effectivement réduire au minimum leur droit d'amendement parce qu'il y a urgence et tout ça dans le cadre d'un avis qui a été rendu par le Conseil d'État qui était quand même très réservé. Il faut faire un équilibre entre la santé publique, l'aspect sanitaire et la préservation des libertés fondamentales des citoyens. Oui, c'est toujours une question de bénéfices et de risques. Bénéfices, risques et d'équilibre. C'est au législateur, effectivement, sous le contrôle, le cas échéant du Conseil constitutionnel, de l'apprécier. Alors justement, le pass sanitaire va faire partie de tout l'arsenal mis en place par les autorités depuis quelques mois. Une arme de plus dans le dispositif car ce n'est pas une très bonne nouvelle. L'épidémie sera encore là pendant de longs mois. C'est ce qu'a en tout cas déclaré au micro de BFM TV le président du conseil scientifique, M. Delfraissy. Écoutons-le. Le retour à la normale, c'est pas maintenant. C'est quand ? C'est peut-être 2022, 2023. Vous n'êtes pas sûr que ce soit en 2022 ? Je ne suis pas sûr que ce soit en 2022. C'est-à-dire que dans un an, on peut encore, dans cette histoire de
de masques nous aurons probablement un autre variant qui arrivera dans le courant de l'hiver. Plus dangereux, plus différent, contagieux. je ne sais pas. Et puis à un moment donné, ce virus qui a des capacités de mutation qui sont quand même relativement limitées, eh bien soit il va aller vers un virus qui va devenir beaucoup plus bénin, et puis on va le gérer parce qu'on aura dans les pays riches plus de 90% des populations vaccinées, plus les gens qui ont été déjà infectés, mais on aura en face de nous le reste du monde qui sera très peu vacciné. Docteur Squara, c'est pas très réjouissant ce que l'on vient d'entendre. On l'a entendu ce matin sur l'antenne de BFM TV. On pensait que ça durerait quelques semaines, quelques mois. C'est à hauteur d'année, 2023. Et en fait, on pensait tous ça, jusqu'à ce qu'arrive le variant Delta. Alors, ce coronavirus, tous les coronavirus ont comme caractéristique principale de faire beaucoup de variants. C'est ça fait partie de leur vie. Et en 1912, ils en ont fait pendant 10 ans. Mais notre chance, c'est que habituellement, les variants sont moins pathogènes, moins mortels. Et donc, on peut, d'ailleurs, le professeur Delfrécy l'a évoqué, on peut espérer que de variant en variant, ils vont devenir moins graves. La population devenant de plus en plus immunisée, ça va terminer en vaguelette. Mais le problème, c'est que celle qui nous attend en septembre, ça va pas être une vaguelette. Et c'est donc pour ça qu'il y avait une urgence à prendre des mesures. J'espère très fort qu'elles seront suffisantes pour que cette vague reste contenue. Mais les projections de l'Institut Pasteur, qui commencent à être extrêmement fiables, qu'on n'aille pas nous dire les projections, c'est les simulations, c'est simulations. Oui, elles ont été controversées au début, mais on commence à avoir des modèles qui sont solides. Le problème, c'est que pour l'instant, il y a encore une très grande incertitude, due au fait que le variant Delta est là depuis quelques semaines, mais les nombres d'admissions dans les hôpitaux ne font à peine que commencer. Il nous faut quelques jours de plus pour nous dire dans quelle vague on va. Bon, docteur Squara, vous venez de dire très concrètement que ce qui nous attend n'est pas forcément réjouissant. Est-ce que vous, aujourd'hui, à l'hôpital, vous êtes chef de réanimation à Neuilly, est-ce que vous commencez déjà à voir, malheureusement, cette vague qui nous happe et les réanimations qui recommencent de nouveau à se remplir? Non, je vois le nombre de mails venant de l'ARS qui augmente. Ça, c'est un signe de très grande inquiétude dans l'administration de la santé, de l'Agence régionale de la santé. On recommence à faire des réunions pour discuter de quelles sont les planifications qu'on peut imaginer de la remise en charge de lits. Je vois l'inquiétude grandir dans les yeux des infirmières, en se demandant comment on va faire pour prendre la 4e vague. Et surtout, je vois l'inquiétude dans tout l'établissement, en se disant si on doit refaire une réanimation de Covid, si on doit réarrêter de nouveau. Vous savez, demain, on va opérer 3 patients, un samedi, 24 juillet. D'habitude, on n'opère pas le samedi 24 juillet. On est en train d'éponger tous les patients qui n'ont pas été opérés au mois de mai, au mois d'avril, au mois de mars, et ça va durer tout le mois d'août. Et si on doit recommencer ce cirque en septembre, il y a une espèce de panique psychologique. On sait bien qu'on fera face, mais on est fatigué de ce 4e... J'ai même des infirmiers qui ont dit on fait un déni, on ne veut même pas l'envisager. Vous pensez que la 4e vague, c'est pour la rentrée, pour septembre, après cet été qui est déjà très menaçant? On va en parler dans ce journal. Écoutez, les simulations de l'Institut Pasteur sont pour le 30 octobre et ça va entre préoccupant et catastrophique. Alors, il y a des lieux, en tout cas, où les flux de personnes sont très importants. Ce sont les gares, par exemple, notamment ce soir avec un week-end de départ en vacances. Antoine Magnan, vous êtes en duplex de la gare Montparnasse à Paris pour BFM TV. Première question, est-ce qu'il y a du monde et est-ce que ces personnes sont masquées concrètement ? Alors, un peu moins de monde au moment où on se parle, mais en fin d'après-midi, oui, beaucoup de monde dans cette gare Montparnasse, comme d'ailleurs partout en France, puisqu'au total, ce sont 900 000 voyageurs qui sont attendus dans les gares françaises ce week-end. Des voyageurs masqués, mais qui n'ont pas encore l'obligation de présenter un pass sanitaire pour prendre le train. Cette obligation, elle sera effective début août, en même temps d'ailleurs que pour les bars et les restaurants. Mais ça concerne quand même les voyageurs que nous avons pu rencontrer ici, puisque beaucoup partent en vacances plusieurs semaines. Vous l'aurez compris. Il leur faudra donc présenter ce pass sanitaire pour revenir en train et beaucoup ont déjà pris leur disposition. Je vous propose de les écouter. Non, moi je me suis pas encore fait vacciner, je vais y aller en vacances là, parce que chez moi où j'habite tout est complet jusqu'au 15 août et vu que je travaille, si je suis pas vacciné avant le retour du 1er août, je peux être licencié, donc je vais être obligé là pendant la semaine de me faire vacciner là où je vais.
Non, du tout, parce que j'ai déjà le pass sanitaire. Je l'ai depuis une semaine, j'ai eu les 2 doses de vaccin, donc tout va bien. Je l'avais fait avant qu'ils annoncent de manière l'obligation du pass sanitaire. Un pass sanitaire en poche, mais pour beaucoup d'entre eux, le Covid et les restrictions vont s'inviter jusque dans leur lieu de vacances. C'est le cas par exemple à La Rochelle, très prisée des voyageurs ici gare Montparnasse, où le port du masque à l'extérieur a été rendu obligatoire, ou encore plus au sud dans les Pyrénées-Orientales, où depuis quelques jours maintenant, les bars et les restaurants doivent fermer leurs portes à 23 h. Antoine Magnan en direct de la gare Montparnasse à Paris avec Arnaud Pétier pour les moyens techniques. L'épidémie progresse, elle progresse encore ce soir. Voici les chiffres du jour, vous allez les découvrir tout de suite. Il y a actuellement 822 patients en réanimation, 26 décès ont été enregistrés en l'espace de 24 heures et il y a plus de 21 000 nouveaux cas. Alors dans le Var, la situation est préoccupante. Attention, il y a des restrictions, notamment le masque est obligatoire. Adrien Portron, vous êtes avec nous en duplex de Sanary. Les vacanciers respectent-ils les règles ? Il faut le dire, la mesure est peu respectée ici à Sanary-sur-Mer. C'est une station balnéaire, il y a un brassage important de population et des riverains, des touristes se baladent régulièrement sans masque. Pourtant, depuis ce matin, il est obligatoire en extérieur. Nous avons pu discuter avec de nombreuses personnes, la population aujourd'hui, et ces personnes-là nous disent tout simplement que c'est compliqué de porter le masque quand il fait très chaud, mais il y a également d'autres raisons et on va retrouver tout de suite Jérôme. Bonjour Jérôme, vous êtes donc touriste, vous êtes en vacances ici à Sanary-sur-Mer. Oui. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de ne pas porter le masque à l'extérieur ? Tout simplement parce que je ne le savais pas. En fait, il y a quelques heures, j'étais à la plage et effectivement, au haut-parleur, ils nous ont dit que le port du masque était obligatoire donc sur la digue et autres. Et effectivement, je n'avais pas l'information parce que les vacances, c'est fait aussi pour se déconnecter des médias et autres. Donc, je ne suis pas forcément accro à la télé, radio et autres. Donc, effectivement, je l'ai su à la plage. Donc, c'est pour cela que je n'ai pas le masque et que je me promène en fin de soirée comme ça sans le port du masque. Et là, par exemple, il y a quand même beaucoup de personnes qui se promènent. On est quand même à l'air libre. Est-ce que pour vous, c'est contraignant de vous dire vous êtes obligé de vous mettre votre masque ? Oui, c'est contraignant. D'ailleurs, il y a énormément de personnes qui ne le portent pas. Il y a très peu qui le portent. Et contraignant aussi. Alors là, les températures ont baissé par rapport à cet après-midi. Mais quand on a 34-35 cet après-midi, effectivement, c'est très compliqué. Surtout moi qui viens de la Manche, effectivement, où le temps n'est pas forcément toujours agréable et appréciable. Effectivement, ici, voilà, c'est déjà difficile pour et ça vraiment suffisant. Est-ce que vous comprenez malgré tout Portron, vous étiez donc avec nous en direct, nous sommes en plateau et justement des questions, nous en avons sur ce plateau. Docteur Squara, par exemple, on vient d'entendre ce reportage avant que la diffusion ne cesse, mais ce sont les aléas du direct. Cette situation dans le Var, est-ce que ça vous inquiète ? Elle progresse. Il y a des restrictions. S'il n'y avait que le Var, la situation, elle est inquiétante partout en France. Le Var, vous venez de me dire que le taux d'incidence est à 138. Je vous rappelle que lorsque le ministre des Affaires européennes a recommandé à ce qu'on n'aille pas en Espagne et au Portugal, on était à un taux d'incidence de 200. Donc, vous voyez qu'on va bientôt y arriver. Et c'est le témoin d'une croissance exponentielle à l'œuvre. Et cette situation... elle existe dans le Var, elle existe partout ailleurs. Est-ce que vous avez le sentiment que durant tout l'été, ça peut progresser ? Il peut y avoir des nids de contagion comme celui-là ? Je n'ai pas un sentiment, c'est une certitude. La seule incertitude, enfin la plus grande incertitude, c'est à partir de ces contaminés-là, combien iront-ils ? Combien en aura-t-on qui iront en hospitalisation ? Et parmi ces hospitalisations, combien y en aura-t-il en réanimation ? C'est là l'incertitude qui dépend du taux de vaccination. Parce que vous savez que lorsqu'on est vacciné, on est moins réceptif aux formes graves. Donc on peut être contaminé sans avoir de formes graves. Donc là, c'est ce qui fait la fourchette des prévisions des épidémiologistes. Et comme je vous le disais, qui vont entre préoccupants et catastrophiques. Donc, alors attention, il n'y a pas que le Sud qui doit faire face à la progression de l'épidémie. Elle est revenue par exemple beaucoup plus au nord, dans les Vosges. L'épidémie s'est propagée notamment dans une discothèque. Les explications d'Emeline Darcourt. Des indications claires affichées à la porte. Dans cette discothèque, tout avait été fait pour éviter la propagation du virus. Ici, tout cet espace était
était dédié au staff médical, donc qui pratiquait des tests sur toutes les soirées qui ont ouvertes. Et puis comme vous pouvez le constater, on a affiché le port du masque recommandé. Il y a toujours des rappels partout dans l'établissement, des gestes barrières. Une fontaine à gel industrielle qu'on va retrouver quasiment partout. Et pourtant, 44 personnes ont été testées positives après des soirées au Discopolis. On est déçus forcément, on est triste pour les personnes qui l'ont contracté. Et on a décidé de fermer de notre plein gré pour justement laisser le temps à l'ARS de retracer toutes les personnes qui sont entrées dans l'établissement, puisqu'elles ont toutes été flashées. Ces personnes, on les retrouve dans la salle des fêtes, transformée depuis ce vendredi matin en centre de test et de vaccination à la demande du préfet des Vosges. Un ami de cette jeune femme était allé à une soirée du Discopolis. J'ai su hier qu'il était positif. Je l'ai vu le lendemain en fait de cette soirée. Je suis venue me faire tester pour être sûre que je ne sois pas positif, sachant que j'ai fait mon deuxième vaccin hier. Cette femme, elle, contrôlait les passes sanitaires à l'entrée du Discopolis. Elle assure que ce contrôle était strict et fait une suggestion. Moi, je serais pour qu'en fait tous les gens, passes sanitaires ou pas valides, se fassent tester systématiquement dès qu'ils rentrent dans un endroit où il y a de la foule. 3 soirées du Discopolis semblent avoir contribué aux contaminations, celles des 13, 16 et 17 juillet. L'ARS estime à 4000 le nombre de cas contacts. Avec nous en plateau également ce soir, Renaud Barillet, bonsoir. Vous êtes gérant de plusieurs boîtes de nuit dans la région parisienne. Les clusters, on l'a vu depuis le week-end dernier, ont tendance à se multiplier à Bordeaux. Il y en a eu sur le pourtour méditerranéen. Ça vous inquiète? On vient de voir cet exemple très concret dans les Vosges. Ça progresse également dans les discothèques. Ce qui nous inquiète, c'est pas des clusters dans des lieux de fête ou de nuit ou de concert. Déjà, je pense que c'est très important de dépasser cette division, si on veut aborder le sujet, puisqu'on parle de l'ensemble des activités festives, recevant du public, qui vont du concert de musiques actuelles à la guinguette, au club de programmation, au club culturel, aux discothèques plus classiques. Ce qui nous inquiète, c'est ce qui est en train de se passer, avec d'une part évidemment cette remontée du virus, d'autre part des décisions hâtives dont on comprend qu'elles puissent être hâtives, mais pas forcément les conséquences. Je parlais de ne pas diviser les activités parce que effectivement, c'est un ensemble, c'est un écosystème du bar au restaurant jusqu'au club, en passant par d'autres ensembles d'activités qui doivent être abordés dans sa globalité. C'est notre métier de recevoir du public. On apprend à assumer cette responsabilité, ce risque. Vous savez que sur les stupéfiants, sur les pratiques à risque, sur les problèmes sonores, on a déjà ces habitudes. On empile là-dessus une nouvelle mesure. Ce qui nous inquiète effectivement, c'est à un moment donné d'être dépassé et l'incapacité devant certaines mesures trop compliquées ou trop différentes d'un lieu à un autre, parce que le concert oui, le club non, la terrasse non, l'intérieur il faut le contrôler. Ça c'est pas possible. Il faut une simplification absolument. Au risque de ne pas faire. Mais il vaut mieux savoir ne pas faire pour une certaine durée et être véritablement soutenu économiquement et psychologiquement, parce que c'est de plus en plus dur pour les équipes. Ça a été déjà un challenge pour beaucoup sur l'été d'arriver à retrouver du personnel pour ceux qui dépendent des extras, etc. Ce sont aussi les artistes auxquels il faut penser. Beaucoup de ces activités ont des artistes sur scène, des DJ, des concerts de musiques actuelles de différents formats. C'est à nouveau l'écroulement de cette activité qui est toute une vie, une vocation, un métier, un gagne-pain. Et le lien social, évidemment, la vie touristique, etc. Alors, Monsieur Barillet, vous venez de l'expliquer, cette complexité, en réalité, des mesures qu'on vous demande de mettre en place quotidiennement parce qu'on voit malheureusement ces clusters apparaître. Très concrètement, comment est-ce que vous vous organisez, notamment dans vos établissements de la région parisienne? Comment est-ce que vous faites pour simplifier les choses tout en respectant ces restrictions sanitaires? Alors déjà, il y a une grande nuance. Quand on est sur des lieux où on peut circonscrire le public, il y a un espace défini, plein air ou intérieur, peu importe. Il y a un filtrage d'entrée. C'est pas du tout la même chose que les sujets beaucoup plus en accès libre. Ce qui est un problème pour un certain nombre d'événements festifs, beaucoup plus ouverts sur l'espace public, puisqu'on a favorisé cette idée de prenons l'espace en plein air, etc. Oui, mais l'espace en plein air, par définition, on ne décide pas ce qu'on fait sur le trottoir, dans la rue ou sur une place. Ou bien on confine. Voilà. Donc, quand on est sur un espace qu'on arrive à circonscrire, on arrive à gérer un accueil. Je pense qu'il faut cesser de se plaindre dans son coin en disant que c'est insupportable, compliqué, etc. Non, on arrive à filtrer, à avoir des passes. On a de plus en plus de pharmaciens, d'acteurs comme la protection civile ou autres qui sont prêts à mettre en place des barnums, des tests. Nous le faisons sur nos établissements. On est à 20% à peu près de public qui vient se faire tester à l'entrée de nos établissements. C'est significatif. 200 personnes sur un millier environ sur les week-ends derniers. Donc des tests aux entrées de vos établissements. En plus, tout le monde n'arrive pas à le faire parce que ça n'est pas si simple. Il faut l'opérateur
professionnel qui veut bien être présent pour faire ce genre de choses. Mais quand on est établissement à Paris qui est la Rotonde Place Stalingrad, dont on a beaucoup parlé pour d'autres sujets qui méritent pourtant d'être valorisés pour toute une dimension positive, avec une terrasse volontairement, délibérément très ouverte sur l'extérieur et une vie plus festive à l'intérieur, c'est assimilable à un espace public. C'est ingérable, là, d'avoir des tests sur ce type d'établissement. Ça impliquerait la fermeture de l'établissement. Et le public, justement, les clients qui viennent chez vous dans des boîtes de nuit, dans les clubs le soir, comment sont-ils? Ils jouent le jeu? Ils comprennent ces mesures? Très sincèrement, pour l'instant, on a eu essentiellement des gens qui jouent le jeu. On craignait que ce soit un peu plus compliqué, mais les resquilleurs, fanfarons et autres qui ont voulu outrepasser le sujet ont été vraiment une très 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 infime minorité. On a eu des publics compréhensifs et ça s'est bien passé. Une dernière question. Si jamais l'épidémie, on vient de le voir avec le docteur là tout à l'heure, si l'épidémie progresse, est-ce que vous craignez à nouveau des fermetures? Ce qu'on craint le plus, à vrai dire, c'est la dispersion des consignes, des contraintes et la division des acteurs que nous sommes, qui sommes, comme je l'ai dit, à la frontière de toutes ces activités. Il va falloir, plus qu'avant encore, cesser cette rupture entre le monde de la culture, le monde du commerce, qui ne serait pas le même pour des questions de périmètre ministériel, etc. C'est pas le sujet. On doit être dans la vraie vie, avoir une unité. Évidemment que c'est une grande préoccupation, c'est une angoisse aussi pour les équipes, comme je le disais, dont c'est le métier. Mais nous devons faire face à ce qui est une tempête. A priori, toutes les épidémies ont un cycle qui va de 3 à 5 ans, selon ce qu'on peut comprendre. Et je ne suis pas spécialiste là-dessus. On a un en face. Donc, il faut qu'on s'attende à ce que ça soit peut-être au long cours, mais pas au mépris des libertés individuelles et de la considération de l'apport que nous avons. Parce que si demain, les publics qui sont dans nos lieux, dans nos terrasses, etc., ne peut plus les accueillir, ils sont dispersés partout ailleurs. Et c'est pire aussi. Mais donc il faut nous considérer comme des partenaires et non pas comme des auxiliaires de police forcément maladroits, parce que ça ne serait pas notre métier. Merci Monsieur Barrier d'avoir été avec nous. Le ministre de l'Intérieur demande à ses préfets d'être très vigilants face à une éventuelle reprise de la violence terroriste. Pour cela, il s'appuie sur une vidéo diffusée par le groupe Al-Qaïda. Dominique Rizet, notre spécialiste police-justice, arrive avec nous sur ce plateau pour nous en parler. Il est avec nous. Il s'installe juste là, le temps que Monsieur Barrier puisse lui laisser la place. Bonsoir Dominique Rizet. Bonsoir. Cette communication du gouvernement, Dominique, c'est pas à double tranchant? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, c'est un peu compliqué parce que faire de la publicité à cette vidéo, c'est nous obliger, nous, à en parler, bien évidemment. Mais dans le même temps, on ne peut pas ignorer cette menace et ne pas alerter les Français, ne pas alerter les préfets, les autorités départementales, la police, la gendarmerie, sur cette menace qui est là et qui est exactement la même menace que l'an dernier à la même époque avec, je vous le rappelle, en septembre l'an dernier, un procès terroriste important qui s'ouvrait, qui était le procès des attentats de Charlie et qui était le procès des attentats de l'Hypercacher. Et cette année s'ouvrira en novembre le procès des attentats du 13 novembre, s'ouvrira en septembre. Merci. Donc le procès des attentats du 13 novembre 2015, avec cette fois-ci procès incarné, un auteur présumé qui n'est pas n'importe qui, Jeanne. On parle de Salah Abdeslam. Alors justement, vous venez de le dire, Dominique Rizet, le 8 septembre prochain va s'ouvrir ce procès très attendu des attentats du 13 novembre prochain. Est-ce que cette communication gouvernementale tombe bien? J'ai vraiment envie de vous poser cette question. Est-ce que ça ne va pas rajouter encore de l'angoisse à l'angoisse? Elle tombe à un moment où on parle tous ensemble sur ce plateau du Covid. Elle tombe à un moment où on parle des orages, des intempéries, d'une vie pas facile, du port du masque, de vacances compliquées, d'une 4e vague. Et là maintenant, eh bien, se réinvite dans l'actualité. Mais c'était difficile de faire autrement, venant du ministère de l'Intérieur, de ne pas nous alerter, de ne pas nous dire, voilà, la menace, elle est toujours là. Je vous rappelle que la France est toujours au niveau sécurité renforcée, risque attentat. Donc voilà, cette menace qui revient et encore une fois qui est permanente. Et alors, c'est pas forcément des groupes comme le groupe du 13 novembre 2015 dont on a à craindre. Elles sont plutôt des illuminés, des personnes seules. Et je vous rappelle que l'an dernier, le 31 août, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, était allé à la DGSI
pour remercier les policiers de la DG et de la DGSI de tout le travail qu'ils font et de tous les attentats qu'ils ont permis de déjouer. Eux, l'ASDAT, les policiers du renseignement à la préfecture de police de Paris et le renseignement territorial en général. Donc il est allé les féliciter le 31 août et quelques jours après, c'était l'attaque à Charlie, dans les anciens locaux de Charlie, de 2 jeunes qui ont été blessés par arme blanche, par un jeune tchétchène. Quelques semaines plus tard, c'était la décapitation de Samuel Paty. On s'en souvient, c'était un Pakistanais à Charlie et c'était un Tchétchène donc lors du meurtre de Samuel Paty. Il y a eu ensuite l'église de Nice avec 3 victimes. Cette fois-ci, c'était un Tunisien. Donc des personnes seules, des personnes, pour au moins 2 d'entre elles, fragiles psychologiquement, qui nous rappellent des profils de forcenés, qui nous rappellent des profils d'hommes qui battent et qui tuent leurs femmes, des gens qui sont aussi déstabilisés par la crise, et ça arrive aussi bien aux terroristes qu'aux citoyens lambda. Merci Dominique Rizet pour toutes ces explications. Je vais poser la question à William T, qui est président du think tank Le Millénaire. Bonsoir monsieur. Bonsoir. On posait la question à Dominique à l'instant. Communication à double tranchant de la part de la place Beauvau. Il y a un risque là ? En fait, il y a 2 enjeux sur la question de la communication. Le premier, c'est que si le gouvernement ne prévient pas qu'il y a un risque de terrorisme et qu'il arrive un attentat, on reprochera au gouvernement de ne pas avoir fait la communication qu'il y avait un événement, donc la question de la vidéo du 15 juillet. Le deuxième élément, c'est qu'en fait, Al-Qaïda n'aura pas les moyens en fait, d'organiser un attentat lui-même. Il fera appel en fait, au public directement en France, comme vous l'avez dit, des forcenés, des illuminés. Et donc, du coup, le risque, en fait, à travers cette communication, c'est qu'en fait, ces personnes peuvent, s'ils n'avaient pas eu l'info, recevoir cette information. Alors ensuite, pourquoi est-ce que Al-Qaïda fait ça ? Il y a principalement 4 raisons. Le premier, c'est que la France est en lutte, en fait, à travers ses principes fondamentaux, notamment de laïcité, de pouvoir la liberté de blasphémer. Donc c'est ce qui est reproché par Al-Qaïda. Le deuxième, c'est suite aux manifestations anti-France qu'il y a eu notamment au Pakistan. Il faut se rappeler qu'Al-Qaïda est principalement basé en Afghanistan, qui est proche du Pakistan avec l'aide des talibans. Le troisième point, c'est la présence et la politique étrangère française au Sahel d'Emmanuel Macron, qui a été notamment renforcée par rapport aux activités de support pour aider les gouvernements locaux à lutter contre le terrorisme islamique dans ces pays. Il faut rappeler qu'Al-Qaïda est présent au Maghreb islamique. Le quatrième point que je voyais, moi, c'était ce que vous avez indiqué, c'est la ouverture du procès contre le 13 novembre. Merci messieurs d'avoir répondu à nos questions. On surveille le ciel également ce soir depuis quelques heures avec une alerte orange sur 15 départements, notamment en Bretagne et dans le centre et la région Bourgogne pour la deuxième partie de soirée notamment. Il avait 64 ans et c'était le roi du gag téléphonique. Jean-Yves Lafesse est mort et il s'est éteint chez lui dans sa région à Vannes. Cela ne s'invente pas. Certainement un dernier clin d'œil à cet homme marrant, farceur, un humoriste très apprécié par le public. L'hommage de son ami Laurent Baffy. Écoutez. Salut les gars. Alors combien vous nous avez fait perdre aujourd'hui à la banque? Moi je suis pas banquier. Moi non plus. Oh, ouais. Il ne prendra plus les gens au dépourvu. Jean-Yves Lafesse, le précurseur des canulars téléphoniques et caméras cachées, s'est éteint à l'âge de 64 ans. Une carrière commencée dans les années 80 sur les radios libres. L'humoriste est ensuite vite lancé. Télévision, théâtre et même cinéma, toujours avec la même recette. Je crois pas être un polémiste. Je crois juste que je peux pas faire autre chose que ce que je fais. Mais tu te moques des gens quand même. Tu es très dur vis-à-vis de. Mais je me moque pas. Je me moque pas des gens, je me moque de nous. Le canular, un genre qu'il a largement contribué à diffuser. Je fume pas. Non, je fume pas. On pourrait le présenter en décrivant ce qu'il était, à savoir le roi du canular et le meilleur dans ce domaine. Le roi du canular téléphonique, il incarnait des personnages, il rendait humain un genre qui est à la base fait pour un peu emmerder les gens, quoi. Il laisse des centaines de canulars. Pour moi, il laisse une œuvre. Alors je sais que c'est un mot qui va en déranger certains, mais pour moi, il laisse une œuvre. En 2015, il nous donnait encore quelques conseils pour faire une bonne blague. Les gens qui prennent des photos, là on est devant le Moulin Rouge. Tu te mets juste devant, tu fais mine de rien. Tu tournes le dos, tu regardes, c'est tout compris. C'est bête, hein. Ça marche. Mais ça marche à chaque fois. Il y a 2 ans, Jean-Yves Lafesse avait quitté Paris et était retourné vivre dans sa Bretagne natale. Il était atteint de la maladie de Charcot. Il est bientôt 20h30, bienvenue, vous êtes sur BFM TV, voici les titres du jour. C'est au tour du Sénat d'examiner l'extension du pass sanitaire ainsi que la vaccination obligatoire pour tous les soignants. Nous en parlerons dans ce journal.
Après un cluster dans une discothèque de Bordeaux, ce sont 2 nouveaux foyers de contamination qui sont désormais identifiés dans des discothèques de l'Est du pays. Nos envoyés spéciaux sont sur place. Et puis la progression des contaminations du Covid-19 se poursuit, notamment dans les régions touristiques. Et qui dit flambée épidémique dit retour des restrictions, comme dans le département du Var. Les Jeux Olympiques de Tokyo se sont ouverts aujourd'hui, une cérémonie plus simple et plus sobre que les éditions précédentes. Et seules 950 personnes triées sur le volet, dont le président Emmanuel Macron est muni d'un pass sanitaire, qui ont pu y assister. Gaël Biche revient sur les temps forts de cette cérémonie. Il était 13h en France, 20h au Japon, quand le stade olympique a illuminé Tokyo. Le début de cérémonie est un hommage aux victimes du Covid et de la catastrophe de Fukushima il y a 10 ans. Puis place au traditionnel défilé. Dans un stade quasi vide, les 206 nations représentées ont paradé pendant près de 2 heures. Privilégié, le président de la République Emmanuel Macron a pu voir la délégation française faire le spectacle. 80 athlètes sur les 378 présents à Tokyo ont marché dans le sillage des 2 porte-drapeaux, la judokate Clarisse Agbenienou et le gymnaste Samir Saïd. Enfin, après 3h30 de cérémonie, la championne de tennis Naomi Osaka a officiellement lancé ses 29e Jeux Olympiques en allumant la vasque. Les JO s'achèveront dimanche 8 août, après plus de 330 épreuves dans 50 disciplines. Alors, les Jeux ont débuté aujourd'hui, ils vont durer 15 jours. Anthony Bélanger, éditorialiste politique international, nous a rejoint sur ce plateau. Anthony, des Jeux qui débutent, mais personne dans les stades. Personne, absolument personne, ça s'est encore jamais vu. Le Japon est totalement tétanisé à l'idée d'une vague de Covid-19. On le comprend d'ailleurs parce que c'est une population très âgée, la population japonaise. Vous savez, c'est ce pays avec 80 000 vieillards, 80 000 centenaires. C'est-à-dire en fait en proportion 2 fois plus que la France. Donc on sait que la Covid-19 est un tueur de personnes âgées, de vieux. Donc en fait, le Japon a cette double caractéristique d'être à la fois un pays très âgé et en même temps un pays qui a très peu vacciné. 30% de la population japonaise est vaccinée, a reçu au moins une dose, 20% les 2 doses. Ce qui veut dire en fait qu'elle est très exposée et surtout à ce variant Delta. D'où ces espèces de bulles sanitaires dans les bulles sanitaires, d'impossibilité pour les journalistes ou pour les gens invités de pouvoir sortir de leur hôtel, de pouvoir même s'absenter plus de 15 minutes à l'extérieur au Japon. C'est un peu difficile pour des gens qui étaient venus pour ce qui était censé être la fête de la jeunesse. Mais c'est encore plus difficile pour le Japon qui en fait a depuis le début une autre stratégie que la nôtre, qui est celle de ne pas du tout faire entrer le virus. Ça a été plutôt efficace jusqu'à présent. Rappelons tout de même que si on avait les chiffres en France du Japon, ce serait absolument merveilleux. Le Japon a 13 fois moins de morts par million d'habitants que la France. 13 fois moins. C'est quand même un chiffre assez remarquable et il n'a pas du tout envie d'en passer par les affres qu'on a pu connaître de la pandémie. Alors Anthony, ça devait être les Jeux Olympiques de la réconciliation, 9 ans après la catastrophe de Fukushima. Et puis malheureusement, une avalanche de problèmes qui s'est abattue au Japon. Est-ce que ça va avoir un impact très concret sur les Jeux Olympiques cette année ? C'est même pire que ça pour le Japon. Le Japon, par exemple, avait souhaité faire de ces Jeux, y compris des Jeux de la réconciliation régionale. Alors, on a appris il y a quelques jours que le président sud-coréen, le président Moon, ne viendrait pas aux Jeux à cause d'un différend diplomatique entre les 2 pays. Autrement dit, même ce moment symbolique où un président sud-coréen venait saluer un premier ministre japonais à l'occasion de l'ouverture des Jeux n'aura pas lieu. Donc, c'est vraiment pour le Japon un pays, à la fois un pays qui voulait marquer la différence. Rappelons qu'en fait, en 2011, le Japon était frappé par un tsunami terrible qui a fait plus de 10 000 victimes et d'une catastrophe nucléaire dont on se souvient tous à Fukushima. Donc il voulait tourner la page. Et il ne réussit ni à tourner la page, ni même à organiser des jeux autres que des jeux, un peu, on va dire, à huis clos. On peut même le dire comme ça carrément. Je vais vous donner un autre exemple. Cette jeune femme qui a ouvert, qui a passé la flamme, qui a allumé la fameuse... On l'a vu tout à l'heure en direct. Voilà, exactement. Cette Naomi Osaka qui a 23 ans, qui est une jeune femme métisse, qui est à la fois américaine et japonaise, qui d'ailleurs parle pas très très bien japonais d'après ce que j'ai pu comprendre. Eh bien, elle est tout sauf le Japon d'aujourd'hui. C'est une femme, alors que le Japon est 121e sur 153 pays en matière d'égalité homme-femme. Elle est jeune, alors que le Japon est un pays de vieux. Un tiers de la population japonaise a plus de 65 ans. Et elle est métisse, alors que le Japon est ce pays occidental, ce pays moderne, développé, qui accueille le moins d'étrangers sur son sol. 2% seulement de la population japonaise est étrangère. C'est simple. Pour vous donner un chiffre que tout le monde va comprendre, tous les ans,
et ce depuis 5 ans, le Japon perd 1,5 million d'habitants. Imaginez, c'est une dépopulation unique au monde. Merci Anthony. En tout cas, sur le format festif olympique, eh bien, la ville de Paris a tout simplement choisi d'installer une fan zone des Jeux de Tokyo dans les jardins du Trocadéro. L'occasion d'assister aux épreuves ou encore de s'initier à un certain nombre de disciplines. Sarah Griffon est sur place pour BFM TV. C'est ici pendant 2 semaines que le public français va pouvoir vivre l'expérience olympique, partager des moments également à l'image d'aujourd'hui où de nombreux champions français qui ont marqué l'histoire du sport français ont échangé avec les plus jeunes justement, qui ont pu s'essayer à de nouvelles disciplines comme le basket 3-3, d'anciennes disciplines également comme le judo ou le baseball, des sports emblématiques du Japon. S'il y avait du monde aujourd'hui, on en attend encore plus dans les prochains jours et notamment lundi avec, on l'espère, la venue des premiers médaillés tricolores qui viendront présenter, partager leurs médailles sur la scène au pied de la Tour Eiffel. Vous l'aurez compris, pour vivre ces Jeux Olympiques de Tokyo, il faudra être ici au Trocadéro tous les jours. Justement, on va s'en parler avec nos invités. Pierre Squara, vous êtes toujours avec nous. Qu'est-ce que vous pensez des fan zones qui voient le jour? On l'a vu là à Paris, cette fan zone à côté du Trocadéro, en pleine flambée épidémique. Est-ce que c'est judicieux? Ça dépend comment on filtre l'entrée, si on demande un pass ou si les gens sont vaccinés. Sinon, toutes les manifestations qui regroupent beaucoup de monde dans un espace clos sont des clusters potentiels. Comme on l'a vu dans les boîtes de nuit, comme on l'a vu dans les stades, comme on a vu aux Jeux Olympiques, comment on luttait, enfin on prenait des précautions draconiennes pour éviter que ça arrive. Patrick Martin-Genier, vous avez vu cette ouverture des Jeux aujourd'hui. Ça vous a surpris, ces images, avec personne dans les stades, et en même temps des Jeux qui doivent avoir lieu? Oui, moi je connais le Japon, j'y suis allé plusieurs fois, et c'est vrai qu'il y a un impact politique. Vous parlez d'un impact diplomatique, mais il y a un impact politique intérieur. Réussir des Jeux Olympiques, c'est très important pour un gouvernement, pour les organisations internationales, et sachez que c'était un enjeu très important pour le Premier ministre qui a succédé à Shinzo Abe il y a 1 an, Yoshihide Suga, qui lui a succédé. Il y a des élections législatives au mois de septembre, et donc il voulait absolument réussir. Et en réalité, il n'a pas su asseoir sa popularité, il comptait sur les Jeux Olympiques, sur ce point pour réussir son mandat. Il est soumis à réélection. Et il faut savoir une chose, c'est qu'une majorité de la population japonaise était contre ou souhaitait le report de ces Jeux Olympiques. Donc il a pris des risques politiques et il y a effectivement un besoin de réussir ces Jeux Olympiques pour réaffirmer l'autorité de ce gouvernement qui a été affaiblie ces derniers temps, y compris dans la gestion de la crise sanitaire. Même question pour vous, William T. Enjeu de politique intérieure et visibilité internationale, évidemment. C'est l'épreuve la plus regardée, c'est le moment le plus regardé sur la planète. Bien sûr, mais je suis tout à fait d'accord avec Patrick Martin-Genier. Il y a une question de politique intérieure, mais également une question internationale, notamment au Japon, à cause de la question régionale. Parce qu'en fait, on se souvient des Jeux Olympiques qui étaient plutôt réussis en 2008 en Chine, et on sait que maintenant, depuis le discours de Xi Jinping, il y a une question d'influence en fait sur la mer de Chine, notamment entre la Chine et le Japon, et plus globalement, c'est la question du 21e siècle, entre la Chine et les États-Unis. Donc en fait, le Japon doit, allié des États-Unis, doit réussir ces Jeux Olympiques pour montrer qu'ils peuvent constituer une alternative à la Chine de modèle de réussite, alors que Xi Jinping commence à, notamment dans son dernier discours, à prendre son envol. Anthony Bélanger, oui, vous sembliez d'accord. Oui, c'est tout l'enjeu pour le Japon. C'est de savoir si le Japon d'aujourd'hui était capable de nouer des alliances. En fait, le Japon partage par exemple avec la Corée du Sud et certains autres pays de la région quelques données fondamentales. D'abord, ils ont le même allié stratégique, les États-Unis. Ensuite, ils ont le même type de développement. Je parle là d'autres pays de la région comme la Nouvelle-Zélande ou éventuellement l'Australie. Et puis enfin, le Japon est aussi une grande puissance économique régionale. Donc il y avait urgence pour le Japon à montrer qu'il pouvait unir au moins sa partie du monde autour de lui. C'est raté, malheureusement. Encore une fois, je reprends l'exemple sud-coréen. Le président sud-coréen ne sera pas là, mais le Japon est en ce moment aussi, des difficultés aussi à nouer des alliances avec d'autres alliés de la région. Les États-Unis font tout ce qu'ils peuvent. Franchement, Joe Biden, après on va dire les sorties de route successives de Donald Trump, pour essayer de réconcilier tout le monde. Il y arrive notamment en insistant moins sur l'argent que devraient payer ces pays pour leur propre défense. Mais il
il a essayé tout ce qu'il pouvait pour notamment faire en sorte que au moins la Corée du Sud et le Japon puissent aller s'entendre au moins symboliquement quelque temps. Et puis ça n'a pas fonctionné. Encore une fois, depuis 2018, la Corée du Sud et le Japon sont dans une espèce de rapports diplomatiques difficiles. Le Japon, qui pourrait être le centre d'une alliance régionale autour des États-Unis, qui pourrait être cette puissance qui pourrait contrebalancer d'une certaine façon la Chine, n'y parvient pas. Alors, c'est d'autant plus important que, en fait, tout le monde a intérêt dans la région à trouver un allié régional, au moins aussi riche que la Chine, enfin en tout cas pas en termes de PIB, mais en termes de possibilités d'investissement, et qui puisse, encore une fois, contrebalancer cette puissance chinoise naissante, parce que tout le monde a peur de la Chine dans le coin, et avec raison. Et tout le monde a peur aussi, malheureusement, du Covid qui continue d'augmenter, les contaminations qui ne cessent de se poursuivre. Le président du Conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, était l'invité ce matin chez BFM TV. Et à cette allure, a-t-il dit, les contaminations devraient doubler d'ici le mois d'août. Écoutons-le. Pour cette période qui vient, des semaines, il n'y a aucun remède miracle, aucune solution miracle. La solution, elle est tous entre nos mains. C'est-à-dire qu'il faut revenir, alors qu'on est à 25 000 nouvelles contaminations par jour et que ça va monter. On s'attend à ce que ça monte à beaucoup plus pour la période de début août. On va dépenser les 50 000, c'était le pic de la dernière vague. Je pense qu'on arrivera aux 50 000 probablement début août. Hein. C'est dans les prévisions, entre guillemets, de ce qui devrait arriver. Le docteur Pierre Squara est resté avec nous en plateau. Je rappelle que vous êtes chef du service de réanimation à la clinique Ambroise Paré de Neuilly-sur-Seine. Vous partagez l'inquiétude du professeur Delfraissy ce matin au micro de Philippe Corbet? Mais tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, il vaut mieux écouter le professeur Delfraissy, il s'est pas beaucoup trompé. Et puis maintenant, les connaissances sur ce virus commencent à s'accumuler et ce qu'on peut projeter est malheureusement réel. Donc, là, comme je disais tout à l'heure, la seule incertitude, c'est à partir de ces patients contaminés, combien vont être hospitalisés et combien vont être en réanimation, puisque vous savez que comme pour les 3 premières vagues, ce qui va être critique, c'est notre capacité de prendre en charge les patients en réanimation. Et comme on a 5 millions de patients à risque qui ne sont pas vaccinés, on a donc une bombe latente. Voilà les gens qui vont faire la 4e vague. Et donc, c'est pour ça qu'il faut se dépêcher de vacciner, c'est pour ça que les députés se dépêchent de légiférer. Il y a véritablement urgence, parce que ce virus, il va aller beaucoup plus vite que les 2 précédents. Donc, le pic va arriver plus tôt. Vous voulez dire ce variant Delta. Ce variant, pardon, oui. Le pass sanitaire voté hier soir à l'Assemblée nationale est dorénavant entre les mains du Sénat. Le texte prévoit notamment l'extension du pass sanitaire ainsi que la vaccination obligatoire pour les soignants. Alors avec cette 4e vague, la vaccination obligatoire pour tous est-elle une option? Écoutons Patrick Kanner, c'est le président du Parti socialiste au Sénat, et Roger Carucci, sénateur républicain des Hauts-de-Seine. Quand on écoute bien M. Véran qui dit mais il y a 2 mauvaises solutions, le pass sanitaire ou le confinement, il l'a dit en séance à l'Assemblée nationale. Nous proposons une 3e solution, la vaccination obligatoire, qui évitera notamment tous les débordements que l'on peut voir aujourd'hui dans la rue d'antivax qui n'ont rien compris finalement à ce qu'est la science et le progrès dans notre société. Le problème, c'est que la vaccination obligatoire pour tous, c'est probablement une idée. Peut-être qu'on y viendra en septembre ou en octobre. Mais pour le moment, on sait très bien qu'il faudra au moins 3 mois, 4 mois, et qu'en attendant, la contamination sera énorme s'il n'y a pas un pass sanitaire pour protéger. Donc, la vaccination obligatoire, c'est un sujet à 2-3 mois. Docteur Squara, vaccination obligatoire, on entend, sujet à 2-3 mois. Alors on a d'abord parlé de l'obligation vaccinale pour les soignants. J'aimerais dans un premier temps avoir votre avis, puisque vous êtes aussi médecin et chef de réanimation. Votre avis sur une obligation potentielle, j'ai envie de dire, du grand public? Alors sur les soignants, il n'y a pas de débat. Hein. Je crois que j'ai défendu cette option depuis très longtemps ici. Sur le grand public, oui, si on pouvait rêver de la solution idéale, ça serait de vacciner tout de suite ces 5 millions de gens à risque qui font toute la gravité du sujet. Le problème, c'est est-ce que c'est réaliste de dire qu'on va contraindre ces gens à se vacciner, et surtout, comment on va faire la police? On va rentrer dans les domiciles pour vérifier que les gens ne sont pas vaccinés. Et s'ils ne veulent pas les se faire vacciner, quelles contraintes on va leur appliquer? Je crains qu'une amende ne suffise pas. Donc si on se retrouve avec une vaccination obligatoire, mais 10% de la population d'irréductibles qui ne se vaccinent pas, on aura échoué. Or, je ne suis pas d'accord avec votre interlocuteur de tout à l'heure.
c'est pas à 2-3 mois l'échéance. À 2-3 mois, ce sera le pic. C'est trop donc tard, ça sera fini. D'accord. Là, 2-3 mois, ce sera le confinement. La bataille commence maintenant, dès à présent, elle a déjà commencé. Mais bien sûr, la bataille législative commence maintenant pour être appliquée le 1er septembre. C'est votre sentiment, vous l'AMT, vous êtes le président du think tank le millénaire. La bataille, elle est enclenchée, oui, c'est maintenant là? Bien sûr, on voit une remontée des cas, alors que si on compare par rapport à l'année dernière, avec la période d'été, en fait, on n'avait pas un tel nombre de cas. Moi, je suis complètement d'accord avec vous. Le sujet, c'est l'obligation vaccinale des personnes à risque. Parce qu'en fait, actuellement, Emmanuel Macron se trompe il prend la question du nombre de cas plutôt que la question d'admission des hôpitaux. Le vrai chiffre qui nous concerne, c'est la question des admissions des hôpitaux. Aujourd'hui, peut-être qu'il y aura des variants qui changeront la dangerosité du virus, mais actuellement, comme le virus est aussi dangereux, mais il circule beaucoup plus vite, en fait, on doit vacciner les personnes à risque dans un premier temps. Et puis après, pour atteindre l'immunité collective, se posera à terme la question de comment on fait pour vacciner les enfants. Le reste de la population. Le reste de la population. Parce qu'en fait, quand on regarde la question des antivax, il y a actuellement 10% d'antivax. Donc même en faisant des incitations très fortes, il est très peu probable qu'on arrive à 85%, 90% de la population. Donc se posera inévitablement, si on veut agir sur la question de l'efficacité, purement la question de l'efficacité, la question de l'obligation vaccinale. Et Emmanuel Macron a un véritable problème, c'est parce qu'il s'est déjà prononcé contre l'obligation vaccinale. On aura un tournant aux alentours de fin août, début septembre, notamment avec la question des rentrées des classes et de l'éducation. Enfin, on avait aussi dit pas de passe sanitaire pour entrer notamment dans les restaurants, dans les bars ou dans les lieux de culture. Et aujourd'hui, on y est. Donc encore une fois... C'est pour ça qu'en fait, la question qui va se poser à la rentrée, notamment août-septembre, c'est la question de l'obligation, en tout cas passe sanitaire pour les enfants pour aller à l'école. Vous estimez que le cadre qui a été proposé par les parlementaires est le bon? Je pense que pour l'instant, le cadre est le bon, sauf un seul point, c'est la question de l'obligation vaccinale des personnes à risque. Patrick Martin-Génier, je vous propose qu'on regarde ensemble notre écran. On va justement avoir une citation, mais avant même qu'on puisse regarder cet écran, j'ai une petite question pour vous. Regardez, le pass sanitaire, on y mettra fin à la minute où nous le pourrons. Olivier Véran, est-ce que c'est possible d'instaurer un pass sanitaire et d'y mettre fin quand on pourra et que ce soit adéquat et homogène dans l'Europe, parce que c'est l'Europe dont il s'agit. On avance ensemble. L'Europe n'a rien à faire là-dedans. Disons qu'il y a un certificat numérique européen. Le seul objectif du certificat numérique européen, c'est de faciliter la circulation, d'éviter les entraves à la circulation. Mais tout ce qui concerne la santé publique, ça reste de la compétence des États. Vous avez cité Olivier Véran. Il a tout à fait raison. Pourquoi? Parce que le projet de loi, comme le Conseil d'État l'a dit, il a appelé l'attention du Conseil d'État du gouvernement. Dès que les conditions seront réunies, toutes les conditions relatives à l'isolement au pass sanitaire pourront être donc suspendues. On pourrait y mettre un terme, y compris en Conseil des ministres. Donc dès que la situation sanitaire le permettra, le gouvernement aura la possibilité de mettre un terme à ces mesures qui restent des mesures exceptionnelles, privatives de liberté quand même. Et on précise que Olivier Véran répondait à des lecteurs du Parisien lorsqu'il a fait cette déclaration. Vous en pensez quoi, Pierre Squarin? Je pense de quoi? De la déclaration? De la déclaration. Écoutez, bien sûr, le jour où ça ne sera plus nécessaire, je ne vois pas pourquoi on contraindrait les Français à une privation de liberté. Mais je crains malheureusement que ça ne soit pas pour tout de suite. Et que... sauf si on arrive à réaliser la vaccination obligatoire, je pense que le pass sanitaire a de beaux jours devant lui, parce qu'on ne va pas arriver à l'immunité collective suffisamment rapidement. Mais quand est-ce qu'on saura qu'on peut finalement, en quelque sorte, lever ces restrictions? C'est très compliqué, vous venez de le dire. Pas d'obligation vaccinale pour le moment. Les plus jeunes, comme vous en avez parlé, ne sont pas encore vaccinés. Par ailleurs, pas d'obligation vaccinale en deçà de 12 ans. Difficile de se projeter pour imaginer même la levée d'un pass sanitaire qu'on instaure à présent. Il faut savoir que le Sénat est encore en train de débattre. Les jours qui vont venir vont montrer quelle est la cinétique des hospitalisations. Et je pense que la cinétique des hospitalisations et des réanimations va calibrer les efforts des dirigeants dans les contraintes qu'ils vont appliquer à la population. En fait. D'accord. Ce que je voulais dire simplement, c'est qu'il y a des conseils scientifiques partout en Europe, ça c'est un point commun, mais la décision in fine reste politique. Regardez ce qui se passe au Royaume-Uni, où on accuse Boris Johnson d'avoir eu une décision complètement irresponsable. Merci. Alors il y a des clusters qui se multiplient dans les discothèques. On a parlé le week-end dernier, ici même, des clusters dans une discothèque de Bordeaux. Eh bien, il y en a également dans l'Est de la France, dans le Doubs, par exemple, dans la commune de Charmes, dans le département des Vosges. Kevin Drouan est sur place pour BFM TV.
Oui, bonsoir. Alors il y a effectivement ce soir ici officiellement au minima 44 cas positifs au variant Delta détectés ici. En fait, ces 44 personnes ont pour point commun d'avoir toutes profité ces derniers jours de cet établissement, le Discopolis. C'est la plus grande boîte de nuit de la région, mais c'est surtout la seule qui était ouverte, qui a rouvert ses portes il y a maintenant 15 jours. Et donc chaque soir ici, il y avait plus de 1000 personnes derrière ces murs rassemblées pour faire la fête. Et donc le nombre de cas contacts potentiels liés justement à cette contamination s'élève à 4000 personnes. 1000 cas contacts sont déjà identifiés. Mais désormais, l'idée est donc de figer, de freiner la propagation du virus ici sur ce territoire. L'ARS a donc mis en place ici toute la journée dans la commune un centre éphémère de dépistage et de vaccination. 142 personnes se sont fait vacciner dès aujourd'hui. Et toutes les personnes présentes dans cet établissement lors des soirées des 13, 16 et 17 juillet sont invités à se faire dépister au plus vite dans n'importe quel centre ou pharmacie ou laboratoire agréé. Alors la direction de cet établissement, elle, estime avoir respecté tout le protocole de la réouverture. Le pass sanitaire était évidemment obligatoire et systématiquement contrôlé pour entrer. Et des centaines de tests antigéniques ont eu lieu ici, sur ce parking, pour évidemment contrôler les personnes qui ne seraient pas vaccinées. Mais il faut croire qu'il y a eu donc une faille quelque part. Une enquête sanitaire est en cours pour déterminer l'origine des contaminations, ou au moins essayer d'avoir une forme d'explication. En attendant, vous le voyez, la discothèque a fermé ses portes pour le week-end à l'initiative des propriétaires. Vin Drouan dans l'Est avec Marie Luff pour BFM TV. Ce sont en tout cas désormais plus de 20 000 contaminations quotidiennes au Covid-19, et qui dit flambée des contaminations dit évidemment, Jeanne, des restrictions localement comme dans le département du Var. Absolument, comme on peut le voir notamment sur notre écran. Les masques sont dorénavant obligatoires, et puis probablement des restrictions qui vont se multiplier dans les jours à venir si les contaminations augmentent. Allez, direction Bandol, justement dans le sud de la France. Nous sommes avec Jean-Paul Joseph, vous êtes le maire de la ville. Bonjour, bienvenue. Oui, bonjour. Quel est l'état des lieux, quelle est la situation, du moins sanitaire, ce soir chez vous à Bandol? La situation sanitaire, elle est celle du Var, c'est-à-dire pas très bonne, moins mauvaise que dans les Alpes-Maritimes et les Bouches-du-Rhône, mais on a dépassé le taux d'incidence de 100. La situation, de toute façon, est mauvaise dans tout le pays. Ceci dit, ça ne nous empêche pas pour l'instant d'accueillir des touristes et de faire vivre notre ville. Monsieur le maire, quel impact concrètement sur le tourisme avec cette situation, avec cette épidémie qui progresse? Alors pour l'instant, l'impact n'est pas majeur, c'est-à-dire que les réservations sont exceptionnellement bonnes, 95%, 100% de réservation et de concrétisation. Il y a peut-être un petit peu moins de monde dans les rues de Bandol et sur le quai de Gaulle. Un petit peu moins de monde que l'année dernière, mais beaucoup de monde quand même. Merci, monsieur le maire. Merci d'avoir été en direct sur BFM TV ce soir. Allez, avant la promulgation du pass sanitaire test grandeur nature en Haute-Corse, on en parle dans une poignée de minutes sur BFM TV. Restez bien avec nous. À tout de suite.